Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis l'hôte de ce podcast et également coach et formatrice en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que j'aide des personnes comme toi qui se questionnent sur leur vie professionnelle, à trouver le sens qu'elles souhaitent donner à leur travail, puis à créer ou rejoindre des expériences de travail qui les font vraiment vibrer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet central lorsque l'on envisage des changements dans sa vie professionnelle. Comment dépasser ses barrières mentales pour vivre une vie en accord avec ses réelles aspirations. Pour traiter cette thématique, j'ai convié un expert du sujet, j'ai nommé Ulysse Lubin. Avec Ulysse, nous échangeons dans un premier temps sur la manière dont il est arrivé à se construire une vie professionnelle d'explorateur et de créateur de contenu, au sein de laquelle il poursuit un but singulier, celui de relever 100 challenges à travers le monde. Nous parlons également de méthodes d'apprentissage, de comment apprendre à apprendre pour décupler ses capacités et réaliser ses ambitions. Enfin, nous décortiquons ensemble le sujet des barrières mentales, et notamment des barrières mentales à la reconversion. Qu'est-ce qu'une barrière mentale ? Comment se manifeste-t-elle ? Comment la dépasser ? Si vous êtes sujet à un manque de confiance en vous, à la peur du regard des autres, à la peur de l'échec ou encore la peur de manquer d'argent, alors cet épisode devrait vous donner quelques bonnes pistes de réflexion pour les affaiblir et laisser place à une vie plus intentionnelle. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram @le.tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute! Salut Ulysse! Salut Léa, merci pour l'invitation. Je suis ravie de te recevoir sur le Tilt. Merci d'être venue aujourd'hui à mon micro. Ulysse, je suis très très contente de te recevoir parce que tu as un projet professionnel, un projet de vie qui est plutôt singulier. Tu t'es lancé 100 challenges à relever à travers le monde et c'est l'occasion pour toi d'observer un phénomène que tu décortiques et que tu documentes, que sont les barrières mentales. On aura l'occasion ensemble d'y revenir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail ? Yes, alors pour moi, la distinction entre ma vie pro et ma vie perso, elle est très floue. J'ai plutôt l'habitude de dire que je vis, tout simplement. Mais ce que je fais au quotidien, c'est que je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales, comme tu le disais. C'est une canne un peu plus vaste que ça aussi, c'est d'explorer ma curiosité, d'apprendre à me connaître, de grandir en tant que personne. Et ensuite, je documente tout ce que j'apprends au quotidien, tu vois. Mais ça, c'est peut-être plus la partie qu'on pourrait assimiler à du travail, tu vois. Que ce soit sur YouTube, mon blog ou les réseaux sociaux. Et après, il y a toute la partie monétisation de tout ça. Mais sinon, non, c'est d'explorer de nouvelles idées, d'explorer de nouvelles disciplines, d'explorer de nouveaux lieux et de partager mes découvertes. Génial. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait concrètement en termes professionnels de tout ça ? Et du coup, je crée du contenu et ça, je le monétise. Si par professionnel, on entend source de revenus, tu vois. Et je le monétise de plusieurs manières. Il y a d'abord les conférences que je donne, notamment sur le sujet des barrières mentales et sur un autre sujet qui est apprendre à apprendre, qui a été mon premier focus, on va dire, sur les 25 premiers challenges. J'étais vraiment concentré sur les mécanismes de l'apprentissage. Après, je me suis rendu compte que ma quête était un petit peu plus grande que ça. Donc les conférences, il y a la publicité sur YouTube qui me ramène aussi un petit peu d'argent, il y a de l'affiliation sur mon blog, donc ça c'est des liens qui sont traqués si tu veux et qui vont m'apporter une petite commission si les gens s'inscrivent ou autre sur des produits par exemple que moi j'utilise. Quand je parle de partenariat aussi, parfois il y a, enfin ça c'est la troisième brique du coup, les partenariats, mais parfois aussi on crée des liens qui sont affiliés. Donc justement les partenariats, c'est ou des sponsors, moi je vais faire sponsoriser mes challenges où je vends des packs médias. C'est-à-dire, tu vas avoir une mention dans la vidéo YouTube, un encart dans la newsletter, mais je vais aussi mentionner l'entreprise sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et je vais créer toute une opération de communication autour d'un challenge. Donc, j'ai cette force d'être multicanal, si tu veux, d'être un peu présent partout. Et parfois aussi, ça m'arrive de faire des posts sponsorisés directement. Là, c'est plus du one-shot, tu vois, sur LinkedIn ou autre. Et ensuite, j'ai un atelier d'introspection. C'est un produit
que je vends sur mon site. C'est un programme de 40 jours pour apprendre à se connaître. Et ça se présente un peu comme un sorte de calendrier où chaque jour, tu vas ouvrir ta petite case, tu vois, et dedans, tu as des exercices avec des citations à méditer, des questions à te poser et surtout des questions à te poser. Et ça vient avec un petit carnet, de l'introspection, etc. pour rassembler toutes ces réflexions. Et voilà, et ça dure 40 jours. Et ça, c'est un peu un sorte de, on va dire, de produit qui m'amène un revenu passif puisque ça tourne tout seul, mais il faut que je crée du contenu pour amener des gens, tu vois, sur la page quand même. Donc, un revenu passif n'est jamais vraiment un revenu passif, disons. Ouais, il y a toujours une petite brique à rajouter de temps en temps. C'est ça. Du coup, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que tu as vraiment un business model de créateur de contenu, comme on l'entend, enfin, comme youtubeur, les personnes qui créent du contenu sur Instagram, etc. C'est très intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu en es venu à te dire, bah voilà, je vais devenir créateur de contenu sur cette thématique de l'exploration et des challenges? Alors, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale où on a clairement négligé le modèle économique. Donc on avait levé des fonds, etc. J'avais une équipe et en fait on n'a jamais trouvé de business model qui était viable, stable, pérenne. Et au bout de 2 ans et demi, on a dû fermer l'entreprise. Et donc là, ça s'appelait everything.fr, on faisait découvrir les meilleurs sites et applis pour améliorer son quotidien. En gros, tout le monde connaît Amazon, Airbnb, Tinder, Uber, etc. Ben, nous, on allait chercher les petites pépites, tu vois, un peu moins connues en page 2 de Google. On les référençait, on les testait. Et on avait des algorithmes qui allaient récupérer tous leurs avis. L'idée, c'était de créer des indices de confiance et de faire des vidéos, des articles de blog, etc. Une sorte de TripAdvisor des services numériques. D'accord, trop bien. Donc, nouvelle expérience entrepreneuriale, et ben, je voulais pas faire la même erreur, quoi. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce qui t'a... ça a été quoi, en fait, ton parcours professionnel enfin, quelles études t'as fait et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux jusqu'à cette première expérience entrepreneuriale? Et ben, il s'est rien passé, en fait. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai fait une prépa, maths sup, maths spé. Après, je suis devenu ingénieur en photonique. Clairement, je suivais juste un modèle qu'on me disait de suivre parce que je savais pas où aller et j'étais juste bon en maths. Du coup, on m'a dit, bah, va faire maths sup. Puis j'étais bon en maths sup. Alors, on m'a dit, bah, va en spé étoile, tu vois. Puis je suis allé dans les concours. J'en ai fait la moitié parce que ça m'a saoulé. Enfin, bref, en fait, je savais pas pourquoi j'étais là, tu vois. Et j'ai quand même eu une école qui était cool. Et après, en fait, j'ai passé juste 3 ans à faire la fête, quoi, et à me faire des potes. Et j'ai juste pris la photonique parce que c'est là où il y avait le moins de code. Et à l'époque, ça me saoulait de faire du code. Et je me suis retrouvé ingénieur en photonique, mais aucune envie de travailler là-dedans. Du coup, je m'intéressais quand même beaucoup à l'entrepreneuriat, à l'innovation, ce genre de trucs. Et je traînais dans beaucoup de hackathons et tout ça. Et donc, tout de suite, après, mais même avant la fin de mes études, j'ai participé à plein de hackathons. J'en ai gagné un avec ce projet-là. Et du coup, on a fini par lancer la boîte dans un incubateur, etc. Donc, tout de suite après, quoi. À quel moment tu t'es rendu compte qu'en fait, le parcours que tu avais emprunté, il était celui qu'on t'avait dit de prendre et pas celui que tu avais envie d'emprunter toi? Bah, disons que en fait, j'ai jamais trop su quoi faire, quoi. Enfin, moi, quand on me disait tu veux faire quoi plus grand, je disais astronaute, tu vois. Donc, mais il n'y a pas d'école d'astronaute, donc si tu veux, on me disait bah deviens ingénieur, c'est déjà pas si mal, tu vois. Et voilà. Et puis quand j'essayais de faire un vrai exercice, d'être honnête avec moi-même, je me disais, bah, moi, ce que je veux faire, c'est... À 18 ans, je dis à ma mère, je veux voyager d'Airbnb en Airbnb. Je savais même pas que ça existait, tu vois, ou que ça s'appelait des digital nomades ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit, je veux écrire des livres, tu vois. Mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Elle m'a dit, ouais, c'est bien, mon fils, passe un diplôme, on en reparle après, quoi. Après, tu feras ce que tu veux. Et du coup, j'ai fait ça. C'était un vrai contrat qu'on a passé avec ma mère, quoi. C'est-à-dire, je fais un diplôme et après, je fais ce que je veux. Et voilà, du coup, après, j'ai monté une entreprise. Je voulais faire le tour du monde à la base, après mon diplôme, mais je me suis fait attraper, on va dire, par ces concours, etc. Et du coup, direct, on a lancé la boîte. Et du coup, je suis parti un peu en voyage quand j'ai fermé mon entreprise. Du coup, là, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti 2 mois en Amérique latine. C'était vraiment aussi l'occasion de faire mon introspection, parce que j'ai eu un peu une crise identitaire au moment du plantage de ma boîte, quoi. Dans le sens où tous mes potes étaient ingénieurs, ils travaillaient depuis 3 ans en tant qu'ingénieurs. Moi, je me sentais pas un ingénieur. J'étais le CEO de cette boîte, mais qui du coup n'existait plus. Donc en fait, j'étais plus rien. Et donc il fallait que je me recrée une identité. Et je savais plus qui j'étais, qui je voulais devenir surtout. Et donc là, ouais, c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions, tout ça. Bon, après, j'avais plus de thunes, etc. Donc je suis revenu sur Paris, j'ai travaillé 9 mois en CDI avant de péter un câble et de quitter mon appart, quitter tous mes vêtements, tous mes machins. J'ai tout balancé et j'ai ouvert un sac, j'ai mis 75 objets à l'intérieur et je suis parti relever son challenge à travers le monde, quoi.
Ok, c'est incroyable. Du coup, tu dirais que ton tilt, ça a été au final la fin de ce CDI de 9 mois là dans lequel tu étais complètement oppressé et au sein duquel tu n'étais pas à ta place, quoi. Mon tilt, je pense que non, le tilt, c'était le moment où j'ai planté ma boîte. Parce que c'est là où je suis parti voyager, c'est là où, pour la première fois, je me suis posé des questions comme c'est quoi les métiers qui te font vibrer, tu vois. Et dedans, il y avait astronaute, mais il n'y avait pas ingénieur en photonique, si tu veux. Il n'y avait pas non plus entrepreneur, start-upper, tu vois, machin. Il y avait marqué plutôt agent secret, animateur radio, tu vois, reporter animalier. Je sais pas, il y avait des trucs comme ça qui me donnaient envie. Et je me suis posé d'autres questions aussi sur quelles étaient toutes les bêtises que j'avais fait dans la première boîte pour plus les refaire. Je m'étais aussi et j'ai écrit une note dans un collectivo au Pérou. Donc tu vois, t'imagines le petit bus là pour faire 7 heures de route à travers la montagne pour aller au Machu Picchu. Et là, j'avais marqué un truc qui s'appelait Expérience YouTube et dessus, j'avais marqué 67 idées de choses à vivre et à documenter. Ah, génial. Je savais pas que ça donnerait lieu à mes 100 challenges plus tard, mais j'avais marqué même YouTube dans le titre juste parce que moi je consommais beaucoup de YouTube donc ça me paraissait évident, tu vois. Mais dans le fond, je savais même pas, il y avait pas de projet, il y avait rien, tu vois. En fait, c'était une bucket list. Et, euh, et en fait, ça a été un tournant. Et le truc, c'est quand je suis rentré en France, j'ai commencé à me dire, ok, quel projet je peux faire dans le voyage, etc. Et en fait, ma thérapie, ça a été d'abord d'écrire un article où j'expliquais tout ce que j'avais mal fait dans ma startup, si tu veux. Ça s'appelait On s'est bien planté. J'ai publié ça, j'ai écrit ça toute la nuit. J'ai publié ça le lendemain matin sur Medium et j'ai en effet un post LinkedIn qui a fait genre 500 000 vues. Ça a été repris dans Madines, Les Échos, La Tribune. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis fait sursolliciter. J'ai eu 45 propositions d'emploi et ça m'a un peu sorti de mes réflexions, si tu veux. Et du coup, d'un coup, je me suis retrouvé avec des propositions d'embauche à Paris, dans des équipes ultra fortes, avec des bons salaires, etc. Et moi, ça m'intriguait aussi, tu vois. Je me suis dit, tiens, aller bosser dans une startup qui vit cette phase de scaling que moi, j'ai pas connue avec ma boîte, ça a l'air intéressant. Et j'y suis allé, et là, j'ai fait cette erreur qui était d'adapter mon lifestyle à mon business, si tu veux. C'est-à-dire d'aller à Paris pour travailler dans cette boîte qui allait faire telle et telle chose. Et là, je me suis un peu oublié, c'est-à-dire que la question, c'était plus comment est-ce que je pouvais créer un business autour de mon lifestyle, tu vois. Et donc après l'excitation parisienne des premiers mois, je me suis un peu recentré sur moi. Je me disais, est-ce que tu es vraiment heureux là, ici? J'avais pas l'impression d'être à ma place ou de faire quelque chose d'important pour moi. Et, voilà. Et comment est-ce que du coup, t'en es arrivé à créer ta première vidéo? Et bah du coup, j'ai repris une introspection très structurée après les premiers mois. Et je me suis dit, ok, comment je peux résoudre ce puzzle, tu vois, cette équation où j'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer des idées, j'ai envie d'explorer des disciplines, etc. Et en fait, au bout de peut-être 7 mois, quelque chose comme ça, j'en suis arrivé à cette idée de partir relever 100 challenges à travers le monde. Et après, j'ai eu, enfin, tu vois, j'avais un préavis, etc. Donc, je suis sorti proprement de mon entreprise et je suis parti faire Ok, ça. génial. Et du coup, qu'est-ce que tu tires comme apprentissage de justement cette première phase de création de contenu sur les mécanismes de l'apprentissage? Alors, vaste question. Mon tout premier challenge, je voulais marquer le coup. En fait, au début, je me présentais en disant salut, je m'appelle Ulysse, je relève 100 challenges à travers le monde pour montrer que tout peut s'apprendre. C'était ma quête. Maintenant, je dis pour dépasser mes barrières mentales, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est plus vaste. Et donc, montrer que tout peut s'apprendre, je me suis dit, bah vas-y, je vais commencer par mémoriser 1000 décimales de pi, tu vois. Ok. Et là, moi, j'avais un a priori, je me disais, ok, si j'apprends 100 décimales par jour, je peux le faire en 10 jours, tu vois. Et ça montrait que malgré toutes les grandes études que j'avais fait, j'avais rien compris à l'apprentissage. Tu vois. Mais j'avais rien pigé, Ouais. quoi. J'étais n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que maintenant, quand je fais des conférences, enfin, sur ma première conférence sur apprendre à apprendre, je pose cette question aux gens. Je dis, d'après vous, combien de temps ça met de mémoriser 1000 décimales de pi? Si demain vous deviez les apprendre et les réciter les yeux bandés, combien de temps vous mettriez, tu vois? Toi, d'après toi, tu mettrais combien de temps? Franchement, j'en ai aucune idée. En fait, je pense qu'il y a un truc à craquer au milieu du process, non? Oui, En fait, j'ai déjà fait cette expérience ouais, avec une amie psychologue et elle m'avait aidée en me disant qu'il fallait que je le visualise. Donc, à chaque décimale, j'avais une image et c'était beaucoup plus simple pour moi de m'en souvenir. Donc, moi, c'était ma méthode. Mais du coup, je sais pas, j'en avais pas 1000. Donc, je t'avoue que je ne sais pas quel est le tips qui déclenche l'apprentissage jusqu'à 1000, quoi. ouais. Bah, une fois, j'ai posé cette question dans une conf et j'ai fait la moyenne. Je l'ai fait qu'une seule fois, mais la moyenne, c'était 136 jours. Donc, et je disais un an max. Je disais, promis, ça prend pas plus d'un an, tu vois. Et ça peut prendre
enfin, vous avez le droit de dire un jour, quoi. Et le minimum, généralement, c'était vers 10 jours, 10-15 jours, et le maximum, un an, quoi. Et moyenne, 136 jours. Et en fait, moi, je les ai mémorisés. De base, j'ai pas spécialement une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire dans le sens où j'ai fait des bonnes études, mais tu me donnes ton numéro en soirée, je vais pas le retenir, tu vois. J'oublie la moitié des prénoms, etc. Ouais, mais c'est pas la même mémoire. Ouais, mais c'est quand même de la mémoire de restitution d'informations, tu vois, de chiffres et j'oublie toutes les dates. Enfin bref, et je suis pas bon pour les anniversaires. Et là, je me suis construit des outils mentaux et en fait, en 3 jours, au bout du troisième jour, j'ai récité les 1000 décimales de pi les yeux bandés. Ah ouais, d'accord. Et en fait, dans les 3 jours, j'ai passé 1 jour et demi à me construire des outils mentaux sans toucher à une seule décimale de pi. Ok. Et ensuite, j'apprenais 100 décimales par heure, en fait. Parce que j'avais les bons outils. Et donc... Quels sont-ils, ces outils, alors? Alors, il y a 2 mots-clés, on va dire. La première, c'est enfin, il y a même trois mots-clés. La première, c'est table de rappel. La deuxième, c'est PAO. Et la troisième, c'est palais mentaux. Si tu veux, je peux t'expliquer rapidement, mais c'est... Une table de rappel, c'est très simple. C'est tu vas associer à un chiffre, une image, par exemple un personnage. Exemple, je sais pas, le numéro 1, bah, tu peux penser à, je sais pas, à la Formule 1, ou donc peut-être Lewis Hamilton, par exemple, pole position, etc. Le numéro 7, tu peux penser à un nain, un des 7 nains, tu vois, ou à James Bond pour 007. Ouais. Ça, c'est ce que etc. j'avais fait avec ma pote. Mais Voilà. ça a ses limites. Ça a ses limites. Bah ça, c'est une table de rappel. L'idée, c'est de parler à son cerveau comme il a l'habitude de traiter les informations. Ton cerveau, au quotidien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur ses sens, notamment la vue, en majorité la vue, et ensuite, il va traiter ses infos. Donc, si tu lui parles avec des choses abstraites, il sait pas. Si tu crées des images mentales, il sait. Il est capable de se raconter des histoires quand les images, elles interagissent entre elles, pardon. Donc, l'idée, c'est de créer ces images mentales-là. Si tu as 1 et 7, tu vois, ton 17, eh ben, ça peut être Lewis Hamilton qui serre la main à un nain. Ou, pour aller plus loin, parce que c'est plus rigolo, tu fais monter Lewis Hamilton sur le dos du nain, par exemple. Et plus c'est absurde, et plus tu vas te souvenir. Bon, ça, c'est très limité. Maintenant, on peut se dire, ok, déjà, ça n'a aucun sens de retenir 1000 images au lieu de 1000 chiffres, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de diviser par 2. Donc, on va créer une table de rappel qui va de 0,1 à 99, tu vois. Donc, par exemple, 0,7, ça va être James Bond, 0,1, ça va être Lewis Hamilton, et 10, par exemple, ça peut être Zidane, tu vois. Ou moi, 67, c'est ma maman, parce qu'elle est née en 1967. D'accord. Donc, tu crées ça. Donc là, déjà, tu n'as plus que 500 images à faire fonctionner entre elles, tu vois. Par exemple, 6707, je peux imaginer ma maman qui est debout sur les épaules, par exemple, de James Bond, tu vois. Ce genre de choses. Ça, c'est cool si tu veux mémoriser 100 décimales de pi, tu vois. Mais si tu veux en mémoriser 1000, il va falloir doper un petit peu cette table de rappel avec la méthode PAO. La méthode PAO, c'est pour personnage, action, objet. À chaque nombre, entre 00 et 99, tu vas associer un personnage, P, qui va faire une action A avec un objet O. Exemple. 0,1, ça peut être Lewis Hamilton. L'action, ça va être de conduire, de faire semblant de conduire, tu vois. Et l'objet, ça va être une Formule 1, par exemple. Le 10, ça peut être, le personnage, ça peut être Zidane. L'action, ça peut être de jongler, tu vois, avec les pieds. Et l'objet, un ballon de foot. 0,7, ça peut être... on va prendre 0,7, ça peut être James Bond. L'action, ça va être de faire semblant de tirer, tu vois, avec les mains. Et l'objet, ça va être un pistolet. Maintenant, on va décomposer pi en blocs de 6 chiffres. Donc 1002 décimales de pi, ça fait 167 blocs de 6 chiffres. Okay. Et donc, les 2 premiers, donc pour chaque bloc de 6 chiffres, les 2 premiers, ça va être un personnage, les 2 du milieu qui va faire une action, et les 2 derniers, un objet. Exemple. On va prendre 0, 1, 10, 0, 7. Cette séquence-là à retenir. Donc, on va prendre le personnage de 0, 1, Lewis Hamilton, qui va faire l'action de 10. Donc, c'était Zidane, l'action, c'était de jongler. Avec l'objet de 0,7. Tu te souviens, 0,7, c'était James Bond. Son objet, c'était quoi? Le pistolet pour tirer en mouvement. Exactement, le pistolet. Donc en fait, on va imaginer Lewis Hamilton, tu vois, en train de taper des jongles comme ça, mais il jongle pas avec un ballon, il jongle avec un pistolet, tu vois. Et il fait des trucs de fou, etc. Et donc ça, quand tu vas croiser cette image mentale-là, tu vas dire, tiens, il y a un personnage, c'est Lewis Hamilton, donc 0,1. Qu'est-ce qu'il fait comme action? Il est en train de jongler, donc 10. Avec quel objet? Un pistolet, donc 0,7. Et là, tu as factorisé 6 chiffres en une seule image mentale. Ça, tu le fais 167 fois. Pour le 167 blocs de 6 chiffres, qui fait 1002 décimales de pi. Et ensuite, une fois que tu as toutes ces images-là, ça te fait une sacrée histoire, ça fait beaucoup d'images à retenir. Et donc, la dernière astuce, c'est d'utiliser des palais mentaux. Les palais mentaux, c'est un endroit que tu connais. Un palais mental, c'est un endroit que tu connais très très bien. Par exemple, la maison de ton enfance, tu vois.
et dans lequel tu peux te balader mentalement sans te perdre, si tu veux. Tu vois exactement là où chaque chose est, et donc tu vas placer tes différentes images. Par exemple, moi, je vais rentrer chez moi, tu vois. Voilà, je sais qu'à droite, par exemple, il y a une voiture, après le portail. Bon, bah, je peux imaginer que sur le toit de la voiture, je vois Lewis Hamilton en train de jongler avec un pistolet, tu vois. Plus c'est loufoque, plus tu vas t'en souvenir. Ok. Et ensuite, je continue comme ça. Peut-être après, j'avance un petit peu. Ok. Donc là, sur le chemin, il y a, tu vois, image numéro 2. À droite, il va y avoir image numéro 3. Sous l'olivier, il va y avoir image numéro 4, etc., etc., etc. Et donc, tu vas te balader. Donc, en fait, moi, je les connaissais même pas, les décimales de pi. Juste, je me baladais mentalement dans mes palais mentaux en décryptant au fur et à mesure toutes les images que j'avais placées à l'intérieur. Et ça m'a pris une vingtaine de minutes pour réciter les 1000 décimales de pi, le troisième jour. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, on est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit, tu vois. La preuve, c'est que tout le monde est capable de le faire en moins d'une semaine, peut-être pas 3 jours, mais en tout cas une semaine. Alors que dans la tête des gens, c'est plutôt 136 jours, tu vois. Et deux, si l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, elle nous a très mal expliqué comment le faire. Et moi, j'ai attendu de me dire, ok, comment the fuck je vais retenir 1000 décimales de pi pour pouvoir me dire, ok, il faut que je commence à explorer un peu les différentes méthodes pour retenir une grande quantité d'informations, tu vois. Et là, je parle de mémoire avec pi, mais ça, pour chaque challenge, maintenant, je fais cette démarche et à chaque challenge, je développe mes propres méthodes. Et aujourd'hui, je suis capable de rentrer plus rapidement que jamais dans n'importe quelle discipline parce que j'ai expérimenté plein de méthodes d'apprentissage et maintenant je suis même capable d'utiliser telle méthode vue dans tel challenge, de l'appliquer à un autre endroit, etc. etc. Et je me suis créé mes propres frameworks d'apprentissage, tu vois. Ouais. En fait, je trouve ça hyper intéressant et ce que je trouve aussi chouette, c'est que du coup, dans tes challenges, on voit que tu l'adaptes effectivement à n'importe quel type de discipline. J'avais notamment regardé ta vidéo sur laquelle tu tiens sur tes mains. Ouais. Et en fait, j'avais trouvé ça incroyable que la manière dont tu apprends les choses, ça puisse aussi s'incarner dans ton corps, tu vois. Ouais. Bah ça, c'est un autre exemple, par exemple, que moi j'aime beaucoup. Ça, c'est mon framework d'apprentissage, tu vois. J'en ai testé plusieurs, par exemple sur le blog de Tim Ferriss, qui est aussi très bon en termes d'apprentissage. Il en propose 2, donc il y en a qui s'appelle 10, donc D avec un petit I de liaison et 3 S. Et un autre qui s'appelle Café, par exemple C avec un petit A de liaison et FE. Et moi j'ai testé tous ces trucs-là, et au bout d'un moment je me suis dit ok, je vais me créer mon propre framework d'apprentissage qui s'appelle CD Modé. Et c'est avec celui-là que j'ai décomposé l'apprentissage du handstand. Donc le handstand, c'est de tenir en équilibre sur 2 mains. Et je suis même allé beaucoup plus loin après, puisque je me suis entraîné pour apprendre le one-arm handstand, c'est-à-dire en gros faire le poirier sur un seul bras, ce qui est ridiculement difficile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur. Ah mais si. C'est 1 an d'entraînement tous les jours, comme un fou furieux, quoi. Et donc là, je l'ai décomposé selon mon framework d'apprentissage qui s'appelle CD Modé. Donc au passage, c'est un petit clin d'œil pour dire que les méthodes d'apprentissage traditionnelles sont démodées. Donc c'est CD majuscule, un petit M de liaison et OD majuscule. Donc le premier C, c'est pour cibler. Donc l'idée, c'est d'avoir un objectif qui est très précis. Le mien, c'était de tenir 5 secondes sur un seul bras. Et bon, l'idée, c'est d'avoir des objectifs qui sont smart. Tu sais, on parle souvent de ça dans l'innovation, dans les startups, etc. C'est-à-dire un objectif qui est spécifique, mesurable, ambitieux mais atteignable, relevant, tu vois, et timé, quoi. Bon, ça, c'est ton objectif ultime. Cet objectif-là, on va le déconstruire. C'est le premier D. Donc cibler, déconstruire. Moi, cet objectif, il était trop ambitieux pour juste me dire « Ok, je vais apprendre ça ». Donc, je l'ai décomposé en 20 sous-objectifs, 20 milestones à atteindre. Une milestone, par exemple, c'était tenir 10 secondes en handstand. Deuxième milestone, tenir 1 minute en handstand. Tu vois, ça, c'était la numéro 10 peut-être. Sur les 3 dernières, c'était tenir 15 secondes sur une main et l'autre main sur le bout des doigts, tu vois. Ensuite, celle d'après, tenir 15 secondes sur une main et un seul doigt, tu vois. Etc., etc., etc. Et à chaque fois, je me construisais un programme très précis. Ça, c'est le O de orchestré. C'est-à-dire que pour chaque sous-objectif, pour chaque programme, je savais exactement ce que je devais faire, quelle était la fréquence, quels étaient les temps de repos, combien de sets je devais faire, etc. Et donc, tout était planifié. Et quand je me pointais à l'entraînement le matin, je savais exactement ce que je devais faire. Ça, c'est la partie d'orchestration. Et enfin, le dernier D, c'est documenter. Ça, c'est quelque chose qui m'est très propre et c'est quelque chose que j'ai rajouté par rapport aux autres frameworks d'apprentissage. C'est très lié à ma philosophie, le mantra avec lequel j'aborde tous les challenges, qui est absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Donc moi, j'ai ajouté cette partie-là qui m'est propre à moi, qui est la phase de documentation, qui m'aide à apprendre. Et donc, comment ça se traduit, la documentation ? Je filmais tous mes sets, c'est-à-dire que je mettais mon téléphone posé là et je filmais pendant que je m'entraînais pour pouvoir voir ce que je faisais mal.
2, j'envoyais certains de mes rushs à mon coach. J'avais un coach en ligne de handstand. Oui, ça existe, comme quoi on peut créer des niches sur tout et n'importe quoi. Incroyable. Et donc, je le payais pour me coacher, pour qu'il me dise ce que je faisais mal. 3, j'avais un training journal où tous les matins, je me pointais dans mon journal, je savais, du coup, il y avait le nom du programme que j'avais, et je mettais ensuite mon ressenti sur ma session, qu'est-ce que j'avais bien fait, quel record j'avais atteint, est-ce que je me sentais bien, pas bien, est-ce que je me suis fait mal ou pas. Et ensuite, j'ai fait une vidéo YouTube et j'ai écrit un article, tu vois. Ça, c'est la phase de documentation qui m'aide à apprendre. Donc ça, c'est le framework CDModé que j'ai utilisé pour réussir à tenir sur un seul bras en équilibre. Voilà. Incroyable. Et du coup, je suppose que tu as commencé à faire quelques challenges, puis 10, puis 20, etc. Et comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, en fait, ma mission, elle est plus grande et je vais au final traiter le sujet des barrières mentales? Ouais, au premier quart, on va dire, j'ai commencé à faire un premier challenge qui était sur l'alcool, tu vois, de ne pas boire pendant un mois. Puis après, j'ai avancé un petit peu. Puis après, je suis arrivé au Costa Rica. Et là, ça faisait longtemps que j'avais un challenge qui me trottait dans la tête, qui était de me faire piquer par une fourmi balle de fusil. Donc, c'est l'insecte qui a la piqûre la plus douloureuse du règne animal. Et l'idée, c'est que je voulais comprendre les mécanismes liés à la douleur, à la visualisation, etc. Est-ce que je suis capable avec des méthodes de visualisation, de respiration, d'accepter la douleur et de ne pas finir par me rouler par terre ou d'aller à l'hôpital sous morphine, comme il y a certaines personnes sur YouTube qui l'expérimentent. Et je voulais comprendre un peu ce mécanisme-là. J'ai analysé la toxine, comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait mal, est-ce que c'est mortel, etc. Et après, je suis allé me frotter à tout ça, quoi. Et là, je me suis rendu compte que j'étais un peu en train de dépasser les cadres de l'apprentissage et que j'étais en train de me frotter à des véritables peurs et que ma quête était plus grande et qu'elle était de dépasser ces barrières mentales. Et aujourd'hui, je l'ai théorisé un peu différemment, c'est-à-dire que donc ça a été en fait un moment un peu charnière où à cette vidéo-là, j'ai commencé à me présenter comme «Salut, je m'appelle Ulysse Lubin, je suis en train d'enlever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales». Et en fait, pour moi, le sujet des barrières mentales, il est très lié au sujet des peurs. Et donc, ce sont ces peurs qui t'empêchent de te lancer, qui t'empêchent d'avancer, tu vois. Il y en a 4 grandes, on va dire. Tu as la peur de l'échec, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur du jugement des autres. Toutes ces peurs-là, elles ont 2 points communs. Le premier, c'est le manque de confiance en soi. Et le deuxième, c'est qu'elles sont liées à une peur qui est encore plus grande que ça, qui est un peu plus méta, qui est la peur de la mort. Si tu prends la peur de manquer de compétences, pour moi, la manière d'y répondre... En fait, j'ai créé un petit protocole pour dépasser ces peurs en 4 étapes. La première, c'est d'identifier d'où est-ce qu'elle vient. La deuxième, c'est de la rationaliser. La troisième, c'est de s'exposer. La quatrième, c'est de la dépasser. Pour moi, la phase de rationalisation sur comment est-ce que tu fais pour t'habituer à cette peur, c'est d'apprendre à apprendre, en fait. Mais apprendre à apprendre, c'est un des leviers sur la peur de manquer de compétences, mais c'est pas, ça peut t'aider aussi sur la peur de l'échec, parce que tu regagnes un peu confiance en toi. Mais ça vient pas forcément travailler sur le jugement des autres, ça vient pas forcément travailler sur le manque d'argent. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui est plus vaste et qui m'animait plus. Et après 25 challenges à creuser des méthodes d'apprentissage, j'avais pas fait le tour, parce que tu n'as jamais fait le tour de ce sujet qui est beaucoup trop vaste, mais en tout cas, j'avais fait peut-être les 80% les plus utiles, tu vois. Et je me suis dit, ok, je vais m'attaquer à plus que ça et je vais aller me frotter à toutes mes peurs, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Donc en gros, si je résume, une barrière mentale pour toi, c'est quelque chose qui vient trigger en fait une de ces 4 peurs principales que sont l'échec, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être assez compétent et la peur du jugement des autres. C'est ça? Ouais, une barrière mentale, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Qui est dans ta tête, tu vois, qui a été planté là par tes amis, ta famille, la société, etc. Par, les modèles préconçus, ce qu'on attend de toi, ou 2, les gens qui vont projeter leurs propres insécurités ou leurs propres limites. Tu vois, si quelqu'un te dit que c'est impossible, il parle de ses propres limites, tu vois. Si quelqu'un te dit que c'est dangereux, il parle de ses propres insécurités. Et donc, petit à petit, ça plante plein de barrières mentales quand on grandit. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'est de m'en libérer. Et donc, c'est de travailler sur ces différentes peurs. Parce que c'est quand même un sujet qui est très lié, tu vois. Ouais. Et chez toi, du coup, qu'est-ce que tu as identifié comme les peurs les plus coriaces? Eh ben, bonne question. Je sais pas. Moi, du coup, j'ai tellement travaillé sur ces 4 peurs-là qu'aujourd'hui, je les ai moins. En tout cas, je vis très très bien avec. Moi, maintenant, je commence à avoir d'autres peurs. Par exemple, la peur de la maladie, tu vois. Moi, j'ai très très peur de ça. Pour autant, ça n'empêche pas de prendre des risques et tu vois Ouais, c'est ce que j'allais dire, se faire piquer par une fourmi balle de fusil, c'est quand même hyper challengeant pour toi du coup.
Ouais, ou d'aller survivre dans la jungle et de boire l'eau de la rivière, ou pareil, dans le Sahara, tu vois, je buvais de l'eau qui traînait dans des puits depuis je sais pas combien de temps et qui était dégueulasse. Genre, ça avait un goût de lait, quoi, tu vois. Mais, euh, mais ça fait partie du truc, tu vois. Et moi, j'ai très peur, en fait, de perdre une partie de ma liberté, on va dire, en tout cas. Enfin, je me dis, tu vois, si demain je perds la vue, quoi, waouh, c'est chaud, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait un challenge là-dessus où j'ai passé 2 jours les yeux bandés pour me rendre compte de ce que c'était. Et c'est dur en fait, on peut très bien vivre avec, tu vois, mais il faut pas se mentir, c'est quand même pour quelqu'un, tu vois, qui aime explorer, qui aime voyager, qui, enfin, tu vois, serait extrêmement handicapant. Et ça me fait peur, ça me fait peur à fond. Et d'un autre côté, paradoxalement, j'ai absolument envie de vivre une vie large plutôt que longue, tu vois. C'est-à-dire, Ah, ça je c'est veux avoir intéressant une, cette notion, ouais. ouais, je veux avoir la vie la plus fun possible, la plus excitante possible, donc elle est incertaine, mais je la préfère incertaine plutôt qu'ennuyeuse, tu vois. Et, euh, mais d'ailleurs, il y a un aspect un peu qui est marrant dans ce côté village versus vie longue, c'est que quand les gens sont sur leur lit de mort, tu vois, ils parlent de leurs souvenirs, ils parlent des événements les plus marquants, tu vois, de leur mariage, de leurs enfants, de leurs voyages, etc., des rencontres incroyables qu'ils ont faites. Et c'est ça qui prend de la place dans leurs souvenirs, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vis longtemps dans une routine que tu as l'impression d'avoir vécu longtemps, tu vois. Si t'as vécu plein de choses et que tu as plein d'histoires à raconter, en fait, dans ta tête, tu as vécu beaucoup plus longtemps que plein d'autres gens. Ouais. Donc, enfin voilà. J'adore. Ouais, non, j'adore cette notion en fait. Et puis je trouve que, tu vois, moi, je traite énormément le sujet du travail et justement, toi, tu les appelles les barrières mentales et moi, je parle plutôt de blocage, de peur, etc. En fait, c'est tout à fait ça. C'est ce truc de, on te met dans cette case de vie longue, hyper sécure, etc., qui au final t'empêche, tu vois, de vivre ce que tu as vraiment envie de faire, tes aspirations, les choses, tu vois, qui te mettent le petit feu au ventre, etc. Et je le vois, moi, autour de moi, des gens qui sont dans des vies professionnelles qui sont longues, pour le coup, au sens propre, quoi. Ils arrivent à la fin de leur carrière, ils sont là, bah, c'était long, quoi. C'était compliqué à vivre. Et je trouve ça hyper, hyper parlant, en fait, ce truc de village, de se dire, ben, je préfère vivre intensément et vivre mes aspirations, plus que vivre de manière sécure et au final, bah, ne pas du tout se réaliser, tu vois. Ouais, bah, en fait, c'est un peu les deux postures que tu peux prendre, quoi. C'est-à-dire, face à des événements, tu peux soit avoir une posture défensive, c'est-à-dire essayer de conserver tout ce que tu as construit, etc., soit prendre une posture, Mhm. on va dire, agressive, tu vois, offensive, et dire, en fait, si, je vais y aller, je vais prendre des risques, etc. Et il y a forcément un curseur à trouver, je pense, entre les deux. Mais pour moi, le curseur est beaucoup trop dans le défensif aujourd'hui dans la société, tu vois, quand tu regardes Ouais. comment les gens vivent, ils sont allergiques aux risques, enfin... et puis même dans notre éducation, tu vois, faut pas aller là, faut pas se faire mal, faut pas ci, faut pas ça, c'est que des interdictions. Et, euh, et moi, j'ai envie de lever un peu quelques-unes de ces interdictions et d'aller un peu plus dans l'offensif, quoi. Et tu vois, je discutais avec Karine que j'ai reçue sur mon podcast il y a quelques semaines. Et en fait, elle me disait un truc très intéressant. Donc elle a vécu une vie professionnelle assez riche dans plusieurs pays. Et elle disait, en fait, nous, en France, on est particulièrement dans cette vision de vie professionnelle longue, tu vois, parce qu'on est un état de droit. C'est-à-dire que notre vie professionnelle, elle est pavée de beaucoup de choses qui nous font rester dans ce truc linéaire. C'est-à-dire que bah, tu peux avoir le chômage, à la fin, tu as la retraite. Bon, alors là, c'est un gros sujet en ce moment, mais jusqu'à maintenant, elle était là, etc. Et en fait, elle dit, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, il n'y a pas tous ces droits-là. Et en fait, les gens, ils ont une vision beaucoup plus large des choses et des opportunités qui peuvent s'offrir à eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix de rebondir, tu vois. Ouais, ouais, ils sont Parce qu'il y skin a in the game, quoi. exactement, il y a pas de filet en fait. Donc les gens, bah, ils vivent une vie entre guillemets beaucoup plus large parce que ils ont pas le choix en fait. Ils sont obligés de rebondir. Et je trouve que c'était intéressant et ça vient au final complètement challenger la notion de sécurité intérieure, tu vois, de se dire ben en fait j'ai les skills pour avoir une vie plurielle, pour pouvoir toujours rebondir, même si j'ai pas de filet, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant cette notion là. Bah aussi, il faut se demander quel est son filet, tu vois. Parce que, en fait, il faut rationaliser le risque. Je te donne un exemple. Euh, Moi, si je me plante, imaginons, enfin, mon pire scénario, c'est personne s'intéresse à ce que je fais, donc j'arrive pas à monétiser mon contenu, tu vois. Donc éventuellement, je peux toujours peut-être être freelance, tu vois, mais imaginons personne veut de moi, tu vois, sur la moitié de mon temps pour financer mes challenges. Et ben, qu'est-ce que je fais? De toute façon, je reste ultra employable par tout ce que j'ai appris.
Je crée plus de contenu que 90% des entreprises et je fais plus d'acquisitions que la moitié des startups. Enfin, elles rêveraient tous d'avoir autant de visites sur leur site web que moi, tu vois. Donc, je peux toujours retrouver un job en CDI, tu vois, bien payé, quoi. Donc, mon pire scénario, c'est que je reviens à ma vie d'avant. Et mon pire du pire scénario, c'est que je trouve même pas de job. Bah, j'ai toujours un toit, parce que j'ai la chance d'avoir une famille, tu vois, stable, avec à manger et un lit, quoi. Donc, en fait, je vais pas mourir, donc je peux y aller, quoi, Ouais, si tu veux. carrément. C'est hyper intéressant. Alors, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais du coup, moi, j'ai fait une formation en neurosciences. Et en fait, le process que tu décris là, c'est ce qu'on appelle, en gros, faire le tri entre les peurs. Et donc, tu as, que j'utilise les bons termes, en gros, c'est-à-dire que quand tu pousses la peur comme ça à son paroxysme, bah, en fait, ton cerveau, s'il comprend qu'il ne va pas mourir, il le passe dans un autre processus de ton cerveau. Et du coup, il est capable de traiter cette peur. Ouais, bah, c'est hyper intéressant parce que ça fait le lien avec ce que je disais aussi tout à l'heure en te disant l'un des points communs de ces quatre peurs, c'est la peur de la mort, tu vois. Mhm, exactement. Et du coup, est-ce que tu as mis en place une méthode concrète que tu aurais envie de nous partager sur la manière de dépasser une barrière mentale? Ouais, c'est un peu le protocole dont je te parlais tout à l'heure. En fait, dépasser une barrière mentale, c'est reprendre confiance en soi, en fait. Je te donne, on prend l'exemple, tout à l'heure on parlait des compétences, apprendre à apprendre. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités d'apprentissage, ce qui fait que j'ai pas peur de me lancer dans des challenges complètement tarés, si tu veux. Exemple, j'ai déchiffré une stèle Maya datée de plus de 1500 ans quand j'étais au Mexique. Si je savais à quel point l'écriture Maya était complexe, j'y serais jamais allé, tu vois. A priori, barrière mentale, croyances limitantes, etc. Mais j'avais mes méthodes et je me suis plongé dedans comme un taré pendant plusieurs semaines. Et à la fin, je finissais par échanger mes théories avec des mayanistes qui avaient écrit des bouquins, tu vois, sur une stèle Mais pour non. se dire est-ce que oui ou non on était d'accord, etc. Tu vois. C'était l'un des challenges les plus fascinants que j'avais. Et ça, je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu confiance en ma capacité d'apprentissage et à me plonger dans un sujet comme ça, tu vois. Donc pour moi, c'est un peu les quatre étapes dont je te parlais tout à l'heure pour recréer de la confiance. C'est un, tu identifies pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi sur ce sujet. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient d'un trauma? Est-ce que ça vient de tes parents qui avaient peur de telle ou telle chose? Pour moi, j'ai peur des chiens, tu vois, parce que ma mère s'est fait mordre par un chien quand elle était petite. Et du coup, elle hurle dès qu'il y a un chien qui passe ou qui aboie, tu vois. Et donc moi, j'ai grandi dans cette peur. Et aujourd'hui, ça me demande de vraiment du self-control quand je croise un chien dans la rue, tu vois, quand je suis en voyage, je suis en Turquie ou autre, qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour, je croise un chien. Aujourd'hui, j'arrive à l'intérioriser, tu vois, mais je me chie dessus quand même. Euh, Juste parce que, voilà, je sais d'où vient cette peur, tu vois. Mais je l'ai identifié, et le fait d'identifier, ça t'aide déjà un peu à la rationaliser. Donc, la deuxième étape. La rationaliser, c'est d'apprendre à se dire, ok, comment est-ce que je peux concrètement dépasser ce truc-là, tu vois. J'ai peur de l'eau, ok, est-ce que vraiment il y a un requin qui va venir me bouffer si je vais dans ma baignoire, tu vois, ou dans la piscine, ou au bord de mer? A priori, non. Donc ce que je fais, c'est que du coup, au lieu de sauter au large, je vais commencer par entrer doucement dans l'eau, etc., m'habituer, puis y retourner le lendemain, etc., et avoir un apprentissage qui est progressif. Donc tu as la phase de rationalisation et après tu as la phase d'exposition. Là, on est déjà dans la phase d'exposition, en fait, le fait d'aller dans l'eau, tu vois. La phase d'exposition, c'est comment est-ce que je m'expose du coup à cette peur? Et là, il y a un vrai concept qui pour moi est important et qui est mal interprété, c'est le concept de la zone de confort. Tu sais, tout le monde dit il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je pense que c'est une énorme connerie. Je pense que si tu sors de ta zone de confort, tu vas là où t'as rien à faire en fait. Et le mieux que, enfin, à tous les coups, tu vas pas kiffer, tu vas te décourager, et tu vas te dire non, c'est trop dur pour moi ou ça me fait peur, et tu vas arrêter en fait. Le- L'idée que je propose à la place, c'est d'élargir sa zone de confort. Élargir sa zone de confort, ça veut dire à la limite de ce que tu es capable d'accepter. Et cette limite-là, c'est ce qu'on appelle la learning zone, tu vois, c'est la zone où tu vas apprendre. Et plus tu passes du temps dans cette limite-là, et plus en fait ta zone de confort va s'élargir petit à petit, tu vas être à l'aise dans de plus en plus d'environnements, et tu vas progresser. C'est pour ça qu'il faut que l'apprentissage soit progressif. Exemple avec la peur de l'eau, si tu sautes et que tu vas faire du freediving, tu vois, de la plongée en apnée, ça a été l'un de mes challenges, et que tu as une phobie de l'eau, tu vas dire le freediving c'est pas fait pour moi. Et j'ai une amie qui était comme ça, j'ai une amie qui était squalophobe, donc elle avait peur des requins, du type peur dans sa baignoire, quoi, tu vois. Ah oui. Et je lui ai proposé de venir faire du freediving avec moi. Donc on est sur une base de plongée à 10-20 mètres en apnée, quoi, tu vois. Euh, le gap, il est monstrueux, quoi. Mais oui. Et du coup,
Donc, moi, j'étais à l'aise. Moi, je suis capable de plonger à plus de 30 mètres, 35 mètres en apnée tranquillement. Donc, au début, j'étais avec elle. Et donc, vu que moi, j'étais vraiment à l'aise avec tout ça, j'ai déjà pu la rassurer un petit peu. Ensuite, j'ai demandé à Stéphane Toureau, qui est un ami à moi, qui est vice-champion du monde de freediving, de faire une initiation très, très douce. Donc, elle a commencé par se mettre un petit peu dans l'eau, à se mettre d'abord le dos, tu vois, sur le dos pour pas voir ce qu'il y avait en dessous d'elle, etc. Faire des exercices de respiration, etc. Puis mettre le masque, puis commencer à regarder avec très peu de profondeur, puis progressivement. Et 2 jours plus tard, elle plongeait à plus de 10 mètres, tu vois, en apnée. À plus de 10 mètres, faut se rendre compte de la pression que c'est déjà énorme. quand t'es à 10 mètres sous l'eau, tu vois. Ouais. Quand t'as peur de l'eau, Ouais. le gap il est monstrueux et c'était une vraie phobie quoi, tu vois. Donc ça c'est la phase d'exposition. En fait, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que, tu vois, la peur que tu décris, la peur de la mort, etc., c'est initié par le cerveau reptilien. Donc, c'est celui qui est censé te garder en vie. Mais le fait de détendre ta zone petit à petit, tu vas amener, en gros, ton cerveau à créer des nouvelles connexions qui vont faire en sorte que c'est possible. Mais si tu demandes à ton cerveau reptilien de faire un gap énorme, il va jamais te laisser le faire, en fait. Ouais, c'est ça. Et de lui montrer que ça va aller en fait, tu vas pas mourir. Et pareil, tu plonges pas à 35 mètres en apnée d'un coup. Tu vois, il y a 10 mètres, bon, l'étape où tu passes de la phobie à 10 mètres, puis après, tu as l'étape où moi je suis, tu vois, à 35 mètres, puis après, tu as l'étape de Stéphane Toureau, lui, il plonge à 113 mètres en apnée, tu vois. Et ça, en fait, consciemment, c'est complètement fou, si tu veux. Ton cerveau, il est pas fait pour comprendre pourquoi tu vas à 100 mètres de profondeur et pourquoi tu. Enfin, y a rien qui inspire la survie là-dedans, si tu veux. Sauf que quand tu t'entraînes progressivement et que tu descends 1 mètre par 1 mètre, en fait, tu sais déjà que, par exemple, moi, quand j'ai fait 35 mètres, bah, je sais que je peux retourner à 20 mètres sans problème, si tu veux, parce que je l'ai déjà expérimenté plein de fois. Donc ça veut dire que je peux accompagner quelqu'un qui plonge à 20 mètres, par exemple, tu vois. Et je peux le rassurer, parce que je le sais. Et quand moi je vais à 35 mètres, Stéphane Taureau, il est à côté, et limite, il joue au Uno en même temps, tu vois. Parce que lui, il sait qu'il peut aller à plus de 100 mètres et se pendre en bas pendant 30 secondes, s'amuser, puis remonter, quoi. Notre zone de confort n'est pas la même, mais il a repoussé ça progressivement. Et d'ailleurs, le freediving est un sport incroyable pour ça, parce que c'est vraiment une progression qui est mètre par mètre, tu vois. Au début, on va dire jusqu'à 30 mètres, tu peux sauter des étapes, tu vois, tu peux passer de 10 mètres à 20 mètres, ou quoi, si tes oreilles passent correctement. Puisque l'apnée n'est jamais un facteur limitant, c'est toujours une question de comment tu gères la pression et les oreilles. Ouais. Par exemple, moi, une plongée à 35 mètres, c'est peut-être 1 minute 20, 1 minute 30 max, tu vois. Alors je peux tenir 3 à 4 minutes en apnée, quoi. Donc c'est pas un facteur limitant. Par contre, à partir de 30 mètres, par exemple, tu atteins ce qu'on appelle le volume résiduel, c'est-à-dire que le volume de tes poumons est divisé par 4 et il peut pas aller plus bas. Donc il est trop comprimé. Et à partir de 30 mètres, il faut qu'il y ait des changements physiologiques qui se passent dans ton corps pour pouvoir combattre cette augmentation de pression pour pas défoncer tes poumons, si tu veux. Ça veut dire que par exemple, le sang de tes extrémités, dans les mains, dans les pieds, va monter, va aller jusqu'à tes poumons et va remplir toutes les cavités pour que du coup ça devienne incompressible, tu vois. Et ça, c'est un changement qui se produit avec l'entraînement. Tu peux pas aller d'un coup, tu peux pas faire 30 mètres et aller à 40 mètres en fait. Si tu vas direct à 40 mètres ou à 50 mètres du premier coup, tu vas faire un squeeze, c'est-à-dire tes poumons vont pas être habitués, enfin, ce mécanisme-là va pas être suffisamment habitué pour protéger tes poumons et du coup, tu vas créer des déchirures dans tes poumons et tu vas avoir des lésions. C'est pour ça que c'est un sport qui est très progressif et ça illustre à merveille cette idée d'élargir sa zone de confort, tu vois. Et au plus tu t'exposes, et après tu finis par dépasser tes peurs. Voilà. Donc ça, c'est le protocole, quoi. Ouais. Identifier, rationaliser, s'exposer, dépasser. C'est hyper intéressant. En fait, c'est identifier où est-ce que tu en es par rapport à une peur et en gros, essayer d'étendre ta zone d'influence quoi, sur cette peur-là. En gros, c'est ça. Exactement. Et après, tu deviens de plus en plus à l'aise dans plein d'environnements. Et c'est ce qui fait, tu vois, moi aujourd'hui, après 43 challenges dans 16 pays, eh ben, j'ai beaucoup moins peur quand on me propose des trucs un peu fous, quoi. Ouais. Mais c'est l'idée d'avoir peur et d'y aller quand même. Ouais. C'est ça le courage, et de dépasser, d'ailleurs. Quoi. Ouais. Le courage, c'est pas de braver tous les dangers tête brûlée, tu vois. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Oui, parce que, enfin, il y a quand même un moment où si t'as plus aucune peur, c'est plus une pathologie que un travail sur soi, tu vois. Oui, c'est un gros psychopathe, faut aller se faire soigner, quoi. C'est pas possible. La peur, c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie. Mais ce qu'il faut, c'est accepter cette peur. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Mike Horn qui dit « La peur est ma maison », tu vois. Alors, je me sens bien quand j'ai peur. Et c'est bien, d'ailleurs. Quand t'as peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Par exemple, si t'as peur de monter sur scène pour donner une conférence ou quoi,
c'est une bonne peur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important. Si t'avais pas peur, c'est peut-être que tu t'en fous, tu vois. Donc là, ça veut dire que c'est un bon signal de vas-y, quoi. Il y a quelque chose en jeu, donc c'est une bonne peur, donc accepte-la et serre-toi-en comme un mécanisme. Par exemple, le stress, c'est un mécanisme qui est censé t'aider à la base. Le stress, ça vient de quand on se faisait courser par les lions, tac, tu stresses, pic d'adrénaline, d'un coup tu cours plus vite, ta vision elle est plus focus, ton cœur bat plus vite, pourquoi? Bah, c'est pour pomper plus de sang, pour envoyer plus d'oxygène à tes muscles, tu vois. Donc nous, on apprend dans notre société à combattre le stress, du coup tu combats une réaction naturelle qui est censée t'aider, au lieu de l'accueillir et de t'en servir comme une arme, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Je suis Et complètement du coup, d'accord. ce stress part jamais, et ce stress se transforme en anxiété, en angoisse, et pour moi c'est l'un des plus gros problèmes de santé publique aujourd'hui. Ah ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on a fait du stress un truc. Enfin, le stress, c'est quand même quelque chose de naturel qui est normalement là pour nous aider à nous adapter à une situation. Mais en fait, on vit dans un rythme effréné et dans une pression telle qu'en fait, on en a fait une maladie, quoi. Oui. Bah, c'est pas le stress la maladie. La maladie, c'est l'anxiété. C'est le stress qui part pas. D'ailleurs, en fait, c'est une vraie maladie dans le sens où la taille de ton cerveau diminue quand t'es anxieux. Littéralement. En fait, quand tu stresses, après ta réaction de stress, ton corps va relâcher une hormone qui est le cortisol qui va faire monter les niveaux en sucre, si tu veux. Pour, euh, donc ça va relâcher du glucose. L'idée, c'est de compenser l'énergie dépensée dans la réaction de ton corps. Cette hormone-là, du coup, elle sert à ça. Mais si elle reste, elle commence à foutre le bordel, si tu veux. Donc, quand tu es stressé, quand tu souffres de stress chronique, en fait, ton corps relâche en permanence du cortisol. Ce qui est pas bon du tout. Et ça va venir attaquer tes neurones et dans le cortex, et même faire rétrécir la taille de ton cortex préfrontal à terme. Et c'est notamment la zone qui est liée à l'apprentissage, tu vois. Donc, en fait, quand tu stresses en permanence, tu perds tes capacités d'apprentissage, tu perds tes facultés, quoi. C'est littéralement, ton cerveau rétrécit. C'est chaud, quoi. Et du coup, comment est-ce que la connaissance de soi, pour toi, elle t'aide à dépasser ces barrières-là qu'on a évoquées? Bah, ça t'aide à identifier, à rationaliser, ça t'aide à mieux te connaître. Mieux te connaître, ça permet de mieux comprendre tes capacités, mieux connaître tes peurs, du coup mieux les identifier. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est lié au protocole, quoi. C'est au plus tu te connais, au plus tu es capable d'identifier, au plus tu te connais, au plus tu es capable d'identifier tes forces, identifier tes faiblesses, donc savoir les sujets sur lesquels tu dois travailler, rationaliser, t'exposer, ceux sur lesquels tu peux te reposer pour créer du business, par exemple, tu vois, pour la peur de manquer d'argent, etc. Après, c'est un sujet qui est hyper vaste, mais pour moi, c'est hyper important. Et ça permet aussi de mener une vie plus intentionnelle, de savoir pourquoi tu fais les choses, de sortir un peu des modèles préconçus, de se dire pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce job-là, est-ce que ça me rend heureux, est-ce que j'évolue dans un environnement qui est sain, est-ce que j'évolue dans un environnement qui m'apprend des choses chaque jour, tu vois. Oui, non, ok, non, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, est-ce que je suis vraiment en train de travailler pour mes rêves ou pour ceux des autres, tu vois, etc., 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 etc. Les questionnements sont sans fin et ça change même tes choix de vie, tu vois. Quand tu commences à apprendre à te connaître, tu commences à te dire, mais en fait, où est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Est-ce que là, je suis dans la ville de mes rêves ou est-ce que je suis dans cette ville-là parce qu'il y avait un job, tu vois, identifier son lifestyle à son business, l'erreur que j'avais faite en venant à Paris, par exemple. Donc voilà, où est-ce que tu veux vivre? Avec qui? Comment est-ce que tu veux utiliser ton temps, tu vois? Enfin, tout ça, c'est des grandes questions, mais ça demande beaucoup d'exploration, beaucoup de recherche, tu vois. Moi, il y a ces questions-là, il y en a. Où est-ce que je veux vivre? J'ai pas encore réussi à résoudre cette question, alors que ça fait 2 ans que j'explore le monde, tu vois. Mais À peut-être que temps c'est plein, quoi. pas fixe. Ouais. Peut-être que ma réponse est plus complexe que ça. Peut-être que ma réponse est bah, de tel mois de l'année à tel mois de l'année, j'ai envie de vivre dans ce coin-là, et de tel mois de l'année à tel mois de l'année dans ce coin-là, tu vois. Je sais pas. C'est pas Ouais. clair. En fait, je trouve que, tu vois, tous les sujets qu'on évoque ensemble, c'est hyper applicable à tous les sujets de reconversion et de transition de carrière, etc. Tu vois, À c'est fond. ouais, tu vois, c'est la brique de base, c'est la connaissance de soi pour pouvoir faire face à toutes les peurs qui vont se présenter à toi le jour où tu vas commencer à étendre ta zone d'influence, à étendre ta zone de confort dont on parlait tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui justement commence à identifier de grosses barrières mentales à la transition de vie, à la transition de carrière? Ben, une fois que c'est identifié, on est dans la phase de rationalisation, tu vois. Donc, par exemple, Super Exo, on en parlait tout à l'heure, c'est quel est ton pire scénario, quoi. C'est-à-dire, voilà, quel est ton meilleur scénario aussi? Tu vois, moi, dans mon meilleur scénario, trop cool, j'ai 1 million d'abonnés très vite, j'ai Netflix qui me contacte pour aller faire des films, je publie des livres, tu vois.
Ok, souvent la réalité elle est entre les deux. Donc tu te dis ok, voilà mon meilleur scénario, voilà mon pire scénario, qu'est-ce qui va probablement se passer, tu vois. Donc peut-être que même tu vas te planter. Si c'est ta première boîte, il y a de grandes chances que tu te plantes, tu vois. Encore que, toujours est-il qu'il faut changer peut-être son rapport à la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire se planter? Si tu quittes un job où tu n'étais pas heureux et que tu fais un truc, même si tu gagnes moins d'argent et que tu kiffes ton quotidien, est-ce que vraiment tu es en train de te planter, tu vois? Ça, c'est une question un peu rhétorique, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Euh, donc déjà, cet exercice, pire scénario, meilleur scénario et scénario probable, tu vois, je le trouve très bien. Et ensuite se dire, ok, je fais le point sur ma vie, j'ai une idée du lifestyle idéal que je voudrais, tu vois. Comment est-ce que je veux dépenser mon temps? Et ben, comment je passe de l'un à l'autre, quoi. Et comment je crée un business autour du lifestyle que je désire, dans cet ordre-là. Par business, j'entends pas forcément d'entreprendre, de monter une boîte. Ça peut être d'être salarié, ça peut être d'avoir un job en remote, ça peut être, tu vois, d'être freelance, ça peut être... mais comment est-ce que l'argent que je gagne vient servir la vie que j'ai envie de mener, tu vois? Je trouve que c'est une erreur que font beaucoup de gens. Moi, je vois beaucoup trop de gens vivre pour gagner de l'argent au lieu de gagner de l'argent pour vivre, quoi. Et ça se ressent dans le temps. Comment est-ce qu'ils dépensent leur temps? C'est-à-dire qu'ils mettent la plupart de leur temps dans leur boulot au lieu de dépenser de l'argent pour gagner du temps, tu vois. Moi, au plus j'avance dans la vie, et au plus je dépense beaucoup d'argent pour gagner un petit peu de temps. Et donc, l'idée, c'est de reconnecter avec ses ambitions personnelles, en fait. Tu sais, la société, on nous apprend à être très ambitieux professionnellement, mais pas à être ambitieux personnellement, tu vois. On est capable d'aller bosser 8 heures par jour derrière un bureau, mais on n'est pas capable de faire 30 minutes de méditation, tu vois. Ou alors, on fait 2 heures de métro, mais on n'est pas capable d'aller courir 20 minutes, quoi. Mm. Donc, c'est ça, quoi. Et c'est aussi donc Ouais. d'apprendre aussi à s'éduquer financièrement aussi. L'argent, c'est une grosse question. C'est l'un des plus gros freins, au fait, de se lancer, tu vois. Et si ça marche pas, et si je gagne pas de thunes, j'ai des enfants, etc. Ok, mais ça passe par une éducation financière aussi, tu vois. Une éducation, ça, on nous apprend pas ça à l'école, mais tu vois, il y a des bonnes ressources. Là, par exemple, il y a les newsletters de mon pote Johan Lopez Snowball, par exemple. Il donne plein de conseils sur comment s'éduquer financièrement, ou par exemple les cryptos de Caro pour apprendre les crypto-monnaies, etc. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on en dépense aussi, et comment est-ce qu'on l'investit, tu vois. C'est un sujet qui est très global et qui est vraiment oublié par l'école, alors qu'il est fondamental, quoi. Oh, mais tellement, je suis complètement d'accord. Et tu vois, je voulais rebondir à ce que tu me disais avant, en fait, c'est qu'on décorrèle complètement la vie pro et la vie perso, alors qu'en fait, on est une seule et même personne, et c'est ça qui crée les mal-être professionnels. C'est en gros de se dire, bah voilà, moi je suis dans une case professionnelle, je dois faire ça, blablabla, alors qu'en fait, fondamentalement, t'es pas du tout sur ce à quoi tu aspires en tant que personne, quoi, en tant qu'individu. Oui, et en fait, il y a cette idée reçue qu'il faut travailler dur pour réussir. Or, c'est faux, quoi. Enfin, dans le sens où il y a plein d'autres sujets qui sont tout aussi importants, comme les gens avec qui tu as travaillé, la pertinence de ton sujet pour la société, ton timing, ta santé mentale surtout, tu vois. Et voilà, et sacrifier. En plus, sacrifier sa vie perso pour sa vie pro, c'est jamais bon professionnellement, en fait. Parce que si t'es vraiment bien dans tes baskets, tu vas rayonner positivement, les gens vont te faire confiance, tu vas avoir le glow, tu vois. Tu vas être dans le flow en permanence, et du coup, tu seras plus performant. La productivité, c'est pas travailler beaucoup, tu vois. La productivité, c'est travailler intelligemment. Et du coup, Ulysse, quand on travaille justement sur la connaissance de soi, qu'on abat ses barrières mentales une à une, qu'on prend confiance et qu'on a en fait qu'on réalise qui on a vraiment envie d'être, à quoi elle ressemble notre vie? Quels en sont les bénéfices? Bah déjà, on vit intentionnellement, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on fait. On est plus libre. Pour moi, être libre, c'est il y a deux manières de voir la liberté. Il y a être libre d'eux, donc libre de. Moi, par exemple, je mets pas de réveil le matin, tu vois, je me vis comme je veux, je fais ce que je veux de mes journées, je choisis les gens avec qui je travaille. Ça, c'est être libre d'eux, mais c'est qu'une facette de la liberté. Il y a aussi être libéré d'eux, tu vois, être libéré du stress, de la colère, du jugement des autres, etc. Pour moi, quand tu es capable de construire une vie intentionnelle, déjà, tu as la liberté de choisir tes contraintes, tu vois. Être libre, c'est pas ne pas avoir de contraintes, être libre, c'est choisir ses contraintes. Et, euh, Et tu peux commencer à travailler sur tous ces sujets de paix intérieure aussi. Pour moi, il y a une phrase, j'ai ma pote Manon Tournant qui m'a dit ça il y a pas longtemps, je trouve ça incroyable. C'est la paix intérieure et le nouveau succès, tu vois. Je trouve ça incroyable. Je me suis dit, mais de ouf. Pour moi, en fait, le bonheur est lié à la paix. C'est une notion de Naval Ravikant. Il dit enfin, il y a un de ses tweets qui dit Peace is happiness at rest and happiness is peace in motion.
Ce que ça veut dire, c'est que si tu es en paix et que tu te mets à faire quelque chose que tu aimes, alors tu seras heureux. À l'inverse, si tu es heureux et que tu t'assois là, à rien faire, alors tu seras en paix. La question, c'est comment on devient plus heureux? Bah, question difficile. Il y a beaucoup de philosophes qui se sont cassés les dents sur cette question, si tu veux. Moi, j'ai l'impression que c'est très difficile de se lever un matin et de se dire, ok, aujourd'hui, je vais être plus heureux. C'est un peu comme quand on part faire du sport, tu vois. Au début, on met ses baskets, on kiffe pas trop, quoi. Mais c'est sur le long terme, on voit l'impact que ça a eu sur notre quotidien, tu vois. Donc, pour moi, le bonheur, c'est un skill qui s'entraîne et c'est un choix. Et ça, pour y parvenir, moi, j'ai trouvé. Enfin, j'ai l'impression que ça passe par être plus en paix, en fait. Parce que tu peux te lever un matin et te dire comment est-ce que je peux être plus paisible, tu vois. Tu peux te dire, bah, ok, je peux quitter ce job qui m'oppresse, quoi. Ou je peux quitter ces gens enfin, je peux sortir de ma vie ces gens qui sont toxiques, tu vois, qui sont sans arrêt dans la comparaison, qui me rabaissent quand je parle de mes projets, etc., etc., etc. Ou je peux commencer à méditer, ou je peux commencer à observer un peu plus mes émotions, ou à un peu moins critiquer les gens, etc., etc., etc. Ça, ce sont des choses que concrètement tu peux faire, tu vois. Ouais. Et quand tu es plus paisible et que tu fais des choses qui te font kiffer, moi j'ai l'impression d'être plus heureux, en tout cas dans ma vie aujourd'hui, tu vois. Ça me fait penser à une phrase de Orelsan. Bon, alors j'adore Orelsan, je le casse partout. Mais des fois, ils disent des punchlines qui sont tellement justes. Et la dernière fois, j'ai réécouté et ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et dans un de ses sons, je sais plus exactement lequel, il dit « Être heureux, c'est comme le reste. Il faut d'abord apprendre à l'être. » Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est un apprentissage. Dire qu'on ne te donne pas à la naissance... Alors, il y a des gens qui sont plus favorisés que d'autres, mais on ne te donne pas à la naissance un plan pour être heureux. C'est quelque chose que tu expérimentes et que tu incarnes, toi, dans ta vie, quoi. Oui, et d'ailleurs, sur cette idée de à la naissance, on n'a pas tous les mêmes privilèges, on va dire, ce qui est clairement vrai. Et en même temps, quand tu regardes le niveau de bonheur des différentes populations, les gens qui sont fondamentalement riches, enfin, ils sont pas tous très heureux, tu vois. Alors que tu peux aller dans des camps de réfugiés et tu poses la question sur une échelle de... C'est une vidéo de Cyrus North, là, qui est passionnante. En fait, il explique le concept de l'adaptation hédonique. Et en fait, il va... je sais plus, là, sur la côte américaine, poser la question aux gens à quel point vous êtes heureux. Les gens disent, bah, je sais pas, 7 sur 10, tu vois, parce que ça pourrait être mieux, etc. Et ensuite, il va dans des camps de réfugiés, et des gens qui ont des vies, mais vraiment, ils sont passés par des épreuves atroces, quoi. Et ils te disent, 6, tu vois. Alors que clairement, quand tu regardes les deux lifestyles, il n'y a pas un point qui les sépare, tu vois. Il y a un point de bonheur qui serait théoriquement censé les séparer. Or il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de privilèges et d'autres qui en ont moins. Ça, c'est le concept de l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que tu vas toujours revenir, peu importe les événements positifs comme négatifs qui vont se produire dans ta vie, tu vas toujours revenir à un niveau de bonheur stable. Qui est pour toi un peu ta moyenne et qui est souvent aux alentours de 6-7 sur 10, tu vois. Quand tu poses la question, sur 10, t'es heureux à combien, tu vois. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer, enfin comment est-ce qu'on augmente cette moyenne, tu vois, ce niveau stable. Et ça, c'est du coup indépendant des éléments extérieurs et c'est plutôt une quête qui est interne, tu vois. Ouais, complètement. Donc voilà. Après, je dis pas que d'être dans la pauvreté, machin, ça rend heureux, hein. Évidemment, l'argent, c'est quelque chose. Enfin, d'ailleurs, c'est tabou, mais oui, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable d'en avoir parce que l'argent déjà résout tes problèmes d'argent, ce qui est pas négligeable. Par contre, l'argent résout pas tes problèmes de stress, va pas te rendre plus calme, va pas te rendre plus fit, tu vois, en bonne santé physique, sportif, etc., quoi. Même Jeff Bezos doit faire du sport, si tu veux. Oui, bah non, mais ça, c'est certain. En fait, c'est ce fantasme, tu vois, de si je gagne plus d'argent, je serai plus heureux. Mais en fait, l'argent, c'est toujours un sujet. Que tu n'en gagnes pas ou que tu en gagnes beaucoup, ce sera toujours quelque chose auquel tu auras à faire face. Donc, le sujet, il n'est pas sur si je suis riche, je suis heureux. Il est sur comment je suis moi et qu'est-ce que je fais de l'argent pour que ce soit un levier comme un autre de bonheur, quoi. Ouais, c'est ça. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que j'utilise l'argent pour m'enlever de la contrainte, pas pour m'en rajouter. Et comment je peux en gagner plus aussi. Parce que c'est concrètement, enfin, tant que tu n'es pas capable de subvenir à tes besoins de sécurité, tu vois, tes besoins premiers, d'avoir un toit, d'avoir à manger, etc., c'est raisonnable de gagner plus d'argent parce que c'est la base, en fait, dans la pyramide de Maslow. Si t'es pas un minimum dans la sécurité, tu peux pas aller dans un besoin d'accomplissement qui est tout en haut, si tu veux. Donc c'est une première étape qui est raisonnable, mais ensuite, moi, j'en compte des gens, tu vois, qui gagnent 30 000 euros par mois
et qui me disent ouais, j'ai pas assez, maintenant il faut que je fasse les 100K, tu vois, parce que j'ai rencontré d'autres personnes, ils ont pété la barre des 100K et tout, et du coup, quand je leur parle, j'ai l'impression d'avoir pas de statut, etc., tu vois. Alors que putain, quand tu gagnes. Enfin, moi, tu me donnes 2 000 € par mois, je peux déjà vivre et m'éclater, tu vois. Donc, alors, c'est déjà beaucoup, tu vois, 2 000 € par mois. Mais quand tu apprends à entreprendre, quand tu apprends à faire de l'argent, quand tu te décomplexes, enfin, quand tu es plus complexé par ça aussi, ça reste un objectif qui est atteignable, tu vois. Carrément. Et tu vois, ça, c'est un truc que je vois beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est que plus tu gagnes de l'argent, plus ton seuil pour être en sécurité, il augmente. Et donc, en fait, c'est Ouais, un travail conscient à faire sur soi que de se dire, bah, en fait, je décide que à tel niveau de vie, bah, je suis en sécurité et je peux déployer mes compétences, mes capacités, etc. sur autre chose que sur le stress d'être en manque d'argent, quoi. ouais, ça c'est l'adaptation hédonique en fait. Mais d'ailleurs, ils en ont fait il y a une étude aux US qui était parue, voilà, où en gros ils essaient de répondre à la question est-ce que l'argent fait le bonheur, tu vois. Et ils ont conclu que oui, jusqu'à un certain seuil. De mémoire, si je dis pas de bêtises, c'était genre 70 000 $ annuels, tu vois. Donc on va dire en France, allez, 50 000 € à l'année, tu vois, 60 000 € à l'année. À partir de ce stade, en fait, tu vas augmenter ton confort, etc. Donc tu vas résoudre en fait tous tes problèmes d'argent. Et dépasser ce stade, en fait, tu es déjà dans suffisamment de confort. Et après, tu vas juste augmenter du confort, mais adaptation hédonique, ça va devenir ta nouvelle norme, si tu veux. Hmm. Donc en fait, ça va pas te rendre beaucoup plus heureux. Eh ben, écoute, Ulysse, merci beaucoup pour tous ces bons conseils sur comment identifier ses barrières mentales, comment s'exposer, comment en gros les contourner pour pouvoir vivre une vie plus large. J'ai adoré ce concept-là. Je pense que, je pense que tu l'as compris. Du coup, j'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as des ressources à nous partager justement sur ces thématiques de barrières mentales, peut-être d'exploration et même de mécanismes de l'apprentissage, que ce soit des podcasts, des vidéos, etc., pour pouvoir creuser ces Ouais, sujets-là. ouais. Alors sur les mécanismes d'apprentissage, je vais faire ma pub, mais je conseille mon blog, quoi. Dans tous les articles, j'explique mes méthodes sur comment est-ce que j'apprends chaque challenge. Après, sur l'éducation financière, on en parlait tout à l'heure, je conseille vraiment la newsletter de Johan Lopez qui s'appelle Snowball. Et si vous êtes intéressé au sujet des crypto-monnaies, celle de Caroline Jurado, donc les cryptos de Caro. Les livres que j'aime beaucoup sur ces sujets de vie intentionnelle, j'aime beaucoup par exemple le livre How to Live de Derek Sivers. Il propose 27 réponses contradictoires à cette question, donc comment vivre, et une conclusion bizarre. C'est un de mes livres préférés, c'est que des aphorismes, ça se lit très bien, c'est très facile à lire. Et, euh, et ça donne plein d'idées sur comment vivre, enfin, qu'est-ce que je peux tester, etc. Sur la vision business en 2022, sur quelles sont les règles de la société et donc comment est-ce qu'on peut jouer avec ces règles-là pour gagner beaucoup. Je conseille vraiment le livre de Naval Ravikant, l'almanach de Naval Ravikant. Alors c'est pas son livre en fait, c'est le livre d'Eric Jorgensen qui a rassemblé plein de passages de ses podcasts, de ses tweets, etc. pour en créer un almanach. Tu as une première partie sur comment créer de la richesse et sur la deuxième partie c'est comment créer du bonheur, quoi. Donc c'est là tous ces concepts de peace is happiness at rest, happiness is peace in motion, etc. Et que le bonheur c'est un choix, un skill qui s'entraîne. Et il y a toute une partie par exemple sur le bouddhisme rationnel, qui est moi une forme de spiritualité que j'aime beaucoup, où on va prendre tous les aspects positifs du bouddhisme, tu vois. En fait, tous les aspects que l'on peut vérifier par soi-même, et on va rejeter tout ce qu'on ne peut pas vérifier. Par exemple, moi, je me souviens pas de mes vies antérieures, j'ai juste pas à croire à ça, tu vois. Par contre, le fait d'observer mes émotions, le fait de diminuer mes désirs, tu vois, le fait de méditer, etc., ça sont des choses où je peux mesurer l'impact positif dans ma vie, quoi. Donc l'Almanach de Naval Ravikant, très bon livre. Génial. Si vous êtes curieux de la philosophie, tu sais, je t'avais parlé de mon mantra qui absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Il y a un super livre de Bruce Lee qui s'appelle Tao of Jeet Kune Do, où en fait il pose, c'est un peu son manifeste, tu vois, le manifeste de sa philosophie de vie. Où après il le décompose pour les arts martiaux, mais en fait c'est vraiment une philosophie que tu peux utiliser dans le quotidien, dans plein de choses. Moi c'est un de mes livres préférés, Tao of Jeet Kune Do. Voilà, après je sais pas, je peux t'en donner plein. Si vous avez envie de vibrer là, il y a des super documentaires, par exemple 14 Peaks sur Netflix, où le mec, c'est l'histoire de Nim Spurja, où il va escalader les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. Ah, Il y a 14 génial. sommets de plus de 8000 mètres dans le monde. Et le documentaire commence et il dit le précédent record pour les grimper, c'était 7 ans.
Si je ne meurs pas en essayant, je peux le faire en 7 mois, tu vois. Ah oui. Et ça part. Ok, génial. C'est incroyable. Donc là, tu regardes ça, t'es motivé, quoi, tu vois. T'as envie de... Ouais, il t'envoie la dose Ouais. de motivation. Trop bien, trop bien, trop bien. Super. Et du coup, ma dernière question pour toi, Ulysse, qui est la question signature de mon podcast que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, 3 personnalités, 3 entrepreneurs pour te conseiller tout au long de tes 100 challenges à travers le monde. Qui est-ce que tu mettrais dedans ? Ah, c'est une bonne question. Mais tu sais quoi, je pense que je l'ai déjà, mon board de rêve, parce que c'est des gens de mon cercle proche qui sont entrés dans ma vie dans les 2 dernières années, tu vois, et avec qui j'ai développé des amitiés, et qui m'aident beaucoup sur différents sujets. La première personne, je dirais Jean-Charles Kurdali, qui a une newsletter d'ailleurs que je recommande, qui sur le philopreneur, c'est comment mener une vie. En fait, il se pose la question de comment bien vivre. Comment bien vivre au 21e siècle? Qu'est-ce que ça veut dire que de mener une bonne vie? Qu'est-ce que ça veut dire de mener une vie intentionnelle? Et il a aussi une expérience entrepreneuriale, etc. Il est très bon pour faire de l'argent. Enfin, il est très bon et c'est devenu un ami proche et il me challenge beaucoup. Il est coach aussi, il coach des dirigeants d'entreprise avec les principes du stoïcisme. C'est marrant, tu vois. Il utilise la philosophie ancienne pour coacher sur des problèmes modernes, quoi. Mais j'aime beaucoup, il m'aide beaucoup aussi au quotidien. Je vais citer Manon Tournant aussi, qui a un podcast et une newsletter sur la gestion des émotions. Son podcast s'appelle L'ascenseur émotionnel. Donc j'ai eu le privilège d'ouvrir ce podcast et c'est génial parce qu'avec elle, je peux vraiment parler à cœur ouvert de toutes mes émotions, positives comme négatives. Tu vois, il n'y a pas de jugement, elle s'ouvre hyper vite. Ouais, donc sur la question émotionnelle, je prendrais Manon Tournant. Et je sais pas, Elliot aussi, Elliot Meunier, c'est un peu comme mon petit frère. Il a 17 ans, il est incroyable, il a quitté le lycée pour reprendre en main son éducation. Il a des business qui tournent à Bâle. Je suis allé avec lui dans le désert pour marcher. On a beaucoup discuté d'introspection, de quelle vie on voulait mener, etc. Et quand j'ai besoin d'un avis, souvent je demande, tu vois, à Elliot. Mais pas que. En fait, j'ai plein de gens, je peux en citer plein. Mais si tu m'as dit que 3, allez, je vais dire ces 3-là parce que c'est le premier qui me vient en tête. Mais il y en aurait plein d'autres, tu vois. On en revient à un sujet, par exemple, sur la peur du jugement des autres, qui est que, de toute façon, on ne peut pas s'affranchir de la validation sociale. Parce que c'est ancré dans nos gènes, parce qu'on est des sapiens, c'est que on veut être accepté par sa tribu, tu vois, parce qu'être exclu de la tribu, ça signifiait la mort, parce qu'on n'est pas capable de survivre en solo dans la nature. Par contre, vu qu'on peut pas se soustraire de cette validation sociale, par contre, on peut choisir sa tribu et on peut se construire une tribu positive de gens qui nous inspirent, de gens qu'on cherche à impressionner et de gens qui nous apportent beaucoup au quotidien, qui nous apportent de l'énergie, qui nous apportent de la paix intérieure. Et ça, c'est un truc. Enfin, moi, c'est devenu une de mes missions en fait depuis l'année dernière de me construire ça. Et là, j'ai bien avancé là-dedans et ça me fait un bien fou. Et voilà, donc je conseille vraiment aux gens de vous créer votre tribu positive, quoi. C'est génial. J'adore. Superbe conclusion. Merci beaucoup, Ulysse. Où est-ce qu'on peut Léa. te retrouver sur les réseaux ? C'est mon nom, Ulysse Lubin, sur YouTube, sur Google. Mon site sortira sur LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. Trop bien, super. Et merci infiniment, Ulysse, pour cette super discussion. J'en ressors avec des concepts hyper pertinents et une manière, en tout cas, de les exprimer qui sont très parlants, je trouve. Donc, merci beaucoup et je suis certaine que ça inspirera beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Bon, génial. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était cool. À bientôt, Ulysse. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Ulysse. J'espère qu'il vous aura aidé à identifier vos barrières mentales à la reconversion et à les dépasser, et même pourquoi pas permis de déclencher votre tilt. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram @le.tilt pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt!